Au cours du rude hiver de l'année 1887, alors que le thermomètre chutait à moins 40 degrés sur les plateaux balayés par les vents de l'Aubrac et que les bêtes d'élevage s'effondraient sur place, pétrifiées par le gel au beau milieu des pâturages, résidait une femme dont la demeure ne possédait pas la moindre ouverture perceptible depuis le chemin. Tandis que les habitants des environs en étaient réduits à jeter leur propre mobilier au feu pour éviter de périr de froid, et que les gaillards les plus robustes de la région perdaient des phalanges à cause des engelures, Élise Martin se tenait pieds nus dans sa cuisine souterraine en train de préparer de belles miches de pain. L'air ambiant au sein de son refuge s'avérait si douillet que sa petite dernière dormait paisiblement sans nécessiter la moindre couverture. À l'extérieur, la bourrasque hurlait à la manière d'une bête blessée. À l'intérieur, une quiétude absolue dominait, allant à l'encontre de toute logique apparente. Cependant, pour saisir pleinement la façon dont elle a accompli cet exploit, il est impératif de remonter à la saison estivale précédente. Il convient de retourner au jour précis où cette veuve de 32 ans est descendue d'un wagon de chemin de fer, ses deux enfants, en bas âge, agrippés fermement à sa robe, n'ayant en sa possession qu'une simple valise en toile et très exactement 11 francs et 50 centimes en poche. Le mari d'Élise, Henri, avait perdu la vie dans les redoutables mines de charbon du Nord. L'explosion souterraine n'avait même pas épargné de dépouilles pour organiser des funérailles dignes de ce nom. Elle n'avait engendré qu'une missive administrative et des créances qui s'accumulaient, engloutissant l'intégralité de leurs biens. Lorsque le propriétaire s'est présenté à sa porte pour réclamer le loyer, la mère de famille avait d'ores et déjà mis au mont-de-piété la porcelaine délicate de sa propre mère, la montre à gousset d'Henri et jusqu'au sommier de leur couche. Il ne restait strictement aucune autre alternative qu'un dilemme brutal. Plier bagages et fuir, ou bien se résigner à mourir de faim à petit feu au cœur d'une métropole empestant la suie et le désespoir le plus total. Par conséquent, elle a rassemblé son garçonnet de 6 ans, Arthur, ainsi que sa fille de 4 ans, Camille, pour acheter 3 billets de train en direction des contrées reculées. Des bruits couraient selon lesquels, sur les hauts plateaux, l'État attribuait des parcelles à quiconque accepterait de les cultiver. Devenir propriétaire gratuitement, cela résonnait comme une véritable bénédiction. Néanmoins, lors de son débarquement à la petite gare de Val-d'Aubrac, en juillet 1886, la poussière a recouvert ses souliers en un clin d'œil et la chaleur accablante de l'été s'est révélée si ardente qu'elle lui brûlait la vue. Aucun arbre ne se dressait à l'horizon. Il n'y avait absolument pas la moindre zone d'ombre à dénicher. Seulement de vastes étendues herbeuses, ondulantes à perte de vue, prenant l'aspect d'un océan doré sous un soleil implacable. Le responsable foncier de la bourgade, un individu nommé Thomas Charpentier, l'a dévisagé avec un mélange de compassion et de contrariété. Elle représentait la 5e pionnière dotée d'un récit strictement identique qu'il croisait depuis le début de la semaine. Appâtée par les engagements de l'État, 65 hectares offerts à toute personne soumettant un dossier officiel. Cependant, Charpentier connaissait parfaitement la rudesse de la réalité locale. Il n'ignorait point que les femmes isolées survivaient exceptionnellement à une seule saison hivernale dans ces contrées. L'agent lui a octroyé un terrain situé à environ 8 km du village, positionné à proximité du ruisseau des Saules. Il s'agissait d'une topographie totalement plane, dépourvue de la moindre forêt et sans un seul caillou exploitable pour la maçonnerie. Rien d'autre qu'une végétation montante et un silence assourdissant. Après avoir marché jusqu'à cet emplacement en compagnie de sa progéniture et de son unique bagage, Élise s'est tout bonnement assise sur la terre aride pour fondre en larmes. Le vide était littéralement absolu. Rigoureusement, rien du tout. Pas même l'ombre d'une toile de tente rudimentaire. Lors de cette première nuitée, le petit groupe a dormi à la belle étoile, blottis les uns contre les autres, en écoutant les hurlements des loups résonnant au loin. Le lendemain, à l'aube, alors qu'elle déambulait le long du cours d'eau en quête d'une source potable, la jeune femme a croisé la route de 3 de ses nouveaux voisins. Le premier se nommait le capitaine Lefebvre, un ancien militaire de la guerre franco-prussienne qui avait fait bâtir une demeure à un étage avec du bois charrié depuis les lointaines forêts. Cet homme payait des journaliers pour exécuter ses volontés et s'exprimait avec le ton autoritaire caractéristique de celui qui a l'habitude de commander. Ensuite venait le père Mercier, un individu nerveux et filiforme qui était parvenu à ériger une petite église immaculée et logeait dans une cabane modeste juste à côté. Le troisième s'avérait être Mathis Keller, un cultivateur alsacien qui exploitait les environs depuis 5 bonnes années, se vantant régulièrement de sa grange à la toiture pourpre comme s'il s'agissait d'un château royal. Les 3 confrères l'ont dévisagé avec une grande curiosité lorsqu'elle a cherché à savoir où acquérir des planches à un prix raisonnable. Le capitaine Lefebvre s'est contenté de pouffer de rire. Ce n'était assurément pas une marque de sympathie.
Il s'agissait plutôt d'un ricanement teinté d'orgueil, le rictus d'un personnage intimement persuadé d'avoir devant lui une personne condamnée d'avance. Madame, lui a-t-il déclaré, le bois de construction dans cette région vous coûtera la bagatelle de 30 francs pour un seul chargement de charrette. Et il vous faudra un minimum de 4 voyages de ce type pour dresser une habitation digne de ce nom. En outre, il vous sera indispensable d'engager un ouvrier qui maîtrise réellement la charpente, d'acquérir un poêle en fonte qui vous délestera de 50 francs supplémentaires et de stocker suffisamment de vivres pour affronter la période de gel. Si vous avez entrepris ce périple sans le sou, vous êtes déjà rayé de la carte. C'est simplement que vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Élise a senti une bouffée de chaleur envahir son visage, causée non point par la honte, mais par une colère noire, une rage profonde orientée vers ce goujat méprisant, vers le puits d'extraction qui avait arraché la vie d'Henri et envers un univers impitoyable qui distribuait des terres à l'œil tout en facturant le moindre équipement à un prix exorbitant. Malgré tout, la jeune veuve a gardé le silence. Elle a simplement esquissé un léger signe de tête, les a remerciés pour ces informations et a rebroussé chemin vers sa concession déserte. Ce soir-là, pendant que ses marmots sommeillaient sous une bâche de fortune qu'elle avait tendue entre 2 piquets grossiers, un souvenir a surgi dans l'esprit d'Élise. Elle s'est remémoré le timbre rocailleux de son grand-père Jacques, un vieil homme qui avait survécu aux terribles disettes paysannes en déterrant des racines et en se camouflant dans des tourbières. L'aïeul affirmait constamment que les gens fortunés élèvent des murs vers le ciel pour attirer l'attention des passants, tandis que les esprits avisés creusent vers les profondeurs, permettant à la terre elle-même de leur servir de cuirasse. Autrefois, dans leur contrée d'origine, les foyers les plus miséreux taillaient leur refuge à même les flancs des collines. Les anciens appelaient à ces installations des maisons troglodytes, des abris de terre, et bien que les voisins aient pu s'en moquer allègrement, ces lignées parvenaient à braver les saisons les plus rudes pour la simple raison que le sol n'efface jamais totalement la chaleur emmagasinée durant l'été. Dès le lever du jour, Élise s'est saisie du seul outillage dont elle disposait, une pelle oxydée dénichée par hasard près de la berge, et a entamé l'excavation. Son choix s'est arrêté sur un talus peu prononcé bordant le cours d'eau, un endroit où le relief s'affaissait de manière naturelle. La mère de famille en s'est mise à évider la butte, forçant son chemin loin dans les entrailles de la terre. Ses paumes, rendues douces par des années de routine citadine, de couture et de préparation des repas, se sont couvertes de cloques douloureuses au cours de la toute première heure. Sur les coups de midi, ses ampoules avaient éclaté et commençaient à saigner. Pourtant, elle s'obstinait à poursuivre sa tâche. Son fils aîné, Arthur, s'est écrié en la suppliant de s'accorder un instant de répit. « Maman, regarde tes mains, tes pauvres mains. » Mais Élise lui a simplement rétorqué « Ne t'en fais pas, mon grand garçon, nous façonnons seulement notre nouvelle demeure, un foyer bien à nous que personne ne pourra jamais nous voler. » Ces journées épuisantes se sont progressivement étirées pour devenir des semaines entières. L'héroïne creusait dès l'apparition des premiers rayons à l'horizon jusqu'à ce que l'obscurité devienne si dense qu'il lui était impossible de distinguer le bout de son outil. Elle évacuait la terre meuble à l'aide de son tablier, de sa valise de voyage ou de n'importe quel récipient apte à supporter le poids. La pionnière a taillé une ouverture rectangulaire d'environ 2 mètres de large et a continué de s'enfoncer, sculptant une pièce à vivre souterraine. Chaque pelletée relevait d'un affrontement acharné contre le sol tassé et l'enchevêtrement dense et résistant des racines de la lande. De temps à autre, le métal heurtait un caillou enfoui, propageant une secousse brutale le long de ses membres à la manière d'une décharge électrique. Cependant, le sous-sol de l'Aubrac dissimulait un mystère auquel Élise ne s'attendait guère. À mesure qu'elle avançait en profondeur, franchissant le cap d'1 mètre, pour finalement atteindre environ 1,50 m sous le niveau de la prairie, l'atmosphère s'est modifiée de façon spectaculaire. À la surface, les rayons implacables du mois d'août calcinèrent la moindre parcelle exposée. Or, au fond de sa cavité fraîchement excavée, l'air paraissait vif, frôlant presque la froideur. L'impression ressentie imitait parfaitement celle d'une descente dans une cave naturelle. La forte épaisseur de terre agissait comme un rempart thermique face à la chaleur torride, préservant une température constante en freinant les ardeurs du soleil grâce à sa densité colossale. Lorsque le mois de septembre a pointé le bout de son nez et que les autres colons s'affairaient à récolter leurs premières pommes de terre, Élise a mis un point final à la phase principale de terrassement. Elle disposait à présent d'une pièce unique mesurant environ 4 mètres de largeur sur 6 mètres de profondeur, dotée d'un plafond culminant à près de 2 mètres au centre. Les parois internes se composaient de glaises fermement compactées, modelées exclusivement à la force des poignets et lissées à l'aide de l'eau du torrent. Toutefois, l'étape la plus complexe allait maintenant débuter.
Il lui fallait impérativement concevoir une toiture. La veuve a arpenté les rives du ruisseau des Saules de long en large pendant 3 jours consécutifs avant de dénicher précisément ce qu'elle convoitait. Des jeunes peupliers, des troncs sveltes, mais d'une robustesse incroyable qui prospéraient dans un méandre humide du cours d'eau. Elle a abattu le bois, tige après tige, en se servant d'une hache prêtée par monsieur Charpentier, qui ne lui avait cédé l'outil que par pure charité. Ces rondins affichaient un diamètre approchant les 10 cm pour une longueur d'environ 2,50 m. L'héroïne les a acheminés un par un, enroulant une corde épaisse autour du bois et les tractant en y mettant la moindre once d'énergie qu'elle possédait. Sa colonne vertébrale hurlait de douleur sous la torture. Les muscles de ses épaules étaient congestionnés et palpitaient. Malgré ses souffrances, elle s'entêtait à tirer son fardeau. Elle a disposé les fûts sectionnés à l'horizontale en travers de la fosse pour faire office de poutre porteuse. Par la suite, juste au-dessus de ces axes principaux, l'architecte improvisé a étalé des branchages bien plus fins, les entrelaçant solidement. Pour finir directement sur ce lit de broussailles, elle s'est mise à empiler d'épaisses mottes de gazon sauvage découpées sous forme de briques compactes dont les racines demeuraient complètement emmêlées. Ces carrés d'herbage mesuraient près de 10 cm d'épaisseur et chacun accusait le poids d'un véritable rocher. La mère de famille, il les a entassés en couches superposées, les accumulant jusqu'à bâtir un toit vivant atteignant 30 cm d'épaisseur. Pendant qu'elle s'échinait au travail, les badauds du coin passaient à cheval, s'arrêtant bien souvent pour observer la scène. Mathis Keller se contentait de secouer la tête en signe de désapprobation. « Elle est tout bonnement en train d'ensevelir ses propres enfants de leur vivant », marmonnait-il. Elle creuse sa propre sépulture. Le père Mercier récitait un grand nombre d'oraisons tout en ne fournissant strictement aucune aide manuelle. Le capitaine Lefebvre préférait l'ignorer royalement, se comportant comme si la jeune femme s'était d'ores et déjà évaporée de la surface du globe. Ce qu'ils ne parvenaient pas à comprendre, ce qu'ils étaient incapables d'assimiler puisqu'ils n'avaient jamais été contraints d'y réfléchir, c'était la mécanique invisible des éléments qu'Élise mettait à profit. Le sous-sol, à environ 1,50 m sous le niveau du pré, conserve une température stable avoisinant les 12 degrés Celsius tout au long de l'année. Au plus fort de la canicule, quand le thermomètre frôle les 35 degrés Celsius à l'air libre, il règne une agréable fraîcheur de 12 degrés Celsius à l'intérieur. Une fois l'hiver venu, alors que le plateau plonge à 30 degrés Celsius, l'habitat stagne toujours autour de ces mêmes 12 degrés Celsius. Il s'agissait d'une règle fondamentale de la nature. La Terre opère telle une gigantesque pile thermique, jouant le rôle de l'isolant par excellence. Et sans même maîtriser le jargon technique, la veuve était en train de concevoir très exactement ce que les urbanistes contemporains nomment une maison bioclimatique à inertie. Élise a dressé la façade avant en utilisant des rondins de peuplier taillés et positionnés à la verticale, colmatant les moindres interstices avec un mélange pâteux de boue et de foin séché. L'habitante a bricolé une porte rudimentaire à partir de planches de récupération. Privée de véritables gonds en fer, elle s'est débrouillée avec de solides lanières de cuir. L'ouverture ne se refermait pas de façon parfaitement étanche, mais elle remplissait correctement sa mission en freinant les courants d'air. Afin de garantir une aération convenable, la bricoleuse a creusé un conduit étroit à travers le plafond herbeux, offrant ainsi une voie d'échappement aux fumées du foyer. Au sein de son logis, la mère de famille a assemblé une cheminée primaire constituée de galets du torrent, scellés par de l'argile des rives. Le résultat final n'avait rien d'esthétique. Cela ne rivalisait en rien avec les poêles sophistiquées en fonte dont se vantaient ses voisins. Néanmoins, le système accomplissait sa tâche à la perfection. La dépense globale pour cette entreprise architecturale a culminé à peu près 12 francs. Ce modeste pécule a englobé l'achat de la pelle, le dédommagement pour la hache empruntée qui s'était brisée par mégarde, une poignée de clous d'occasion acquis pour des broutilles et une lampe à pétrole. Absolument tous les autres matériaux ont été prélevés directement sur la lande alentour. Dans le courant du mois d'octobre, au moment même où les premières gelées saupoudraient les étendues sauvages, Élise et ses bambins ont officiellement emménagé dans leur refuge encaissé. La petite famille a dormi à même le sol de terre battue durant 3 nuits d'affilée, avant que la matriarche ne parvienne finalement à assembler un sommier primitif avec les branches de peuplier restantes. Leurs uniques richesses matérielles se résumaient à une unique couverture en laine, une marmite, 2 assiettes en tôle, un unique couteau, une fourchette, une cuillère, 3 ouvrages de lecture et la fameuse lanterne à huile. La liste s'arrêtait là. L'intégralité de leur patrimoine pouvait sans difficulté tenir dans un petit recoin de la pièce. Cependant, une fois la lourde porte verrouillée au coucher du soleil et un feu modeste allumé dans l'âtre de pierre, le mercure grimpait en flèche à l'intérieur. Plus fondamental encore, cette douce chaleur persistait véritablement. Elle ne s'évaporait pas instantanément à travers des cloisons perméables comme c'était le cas dans les chalets en bois classiques.
L'air chaud n'était pas aussitôt aspiré vers l'extérieur par des conduits d'évacuation mal isolés. L'énergie restait sagement prisonnière, imprégnant les parois épaisses de glaise, s'accumulant dans l'inertie des matériaux pour finir par rayonner doucement vers le cœur de la pièce durant toute la nuit. Les petits ont fini par cesser de trembler. Camille, qui luttait contre une toux rebelle depuis la fin du mois d'août, a recommencé à respirer avec nettement plus d'aisance. Le jeune Arthur a mis la main à la pâte en remontant de l'eau claire depuis la rivière. Pour la toute première fois depuis la disparition d'Henri, Élise a éprouvé un sentiment qui s'apparentait fortement à un espoir véritable. Pendant ce temps, les résidents des concessions limitrophes s'affairaient à préparer leur domaine pour l'hiver. Le capitaine Lefebvre entassait de véritables montagnes de bûches. Mathis Keller colmatait précipitamment les courants d'air de sa bâtisse en bardage en se servant de vieux chiffons et de goudron épais. Le père Mercier, officier, lors de messes exceptionnelles, suppliant pratiquement le ciel d'accorder une saison clémente. Chaque individu avait conscience qu'une vague de froid sur l'Aubrac pouvait s'avérer mortelle. Pourtant, personne n'aurait pu deviner à quel point l'hiver de cette année 1887 allait être destructeur. Les premières chutes de neige ont frappé la région dans le courant du mois de novembre. Celle-ci n'avait rien de catastrophique, agissant plutôt comme un avertissement modéré de ce qui se préparait. Une dizaine de centimètres un jour, peut-être une quinzaine le lendemain. Au cours de la nuit, le mercure chutait aux alentours de moins 23 degrés Celsius, mais le soleil diurne dispensait encore une chaleur suffisante pour faire fondre une partie de cette poudreuse. Les pionniers les plus aguerris considéraient ce phénomène comme une entrée en matière tout à fait classique pour la saison. En bas, dans le havre souterrain d'Élise, le froid glacial de l'extérieur ne représentait strictement aucune menace. La jeune femme avait mis à exécution une stratégie que les autochtones qualifiaient de pure folie, mais qui s'est finalement révélée être un coup de génie absolu. Elle avait en effet dressé une modeste charpente de grange pile au-dessus de l'accès à sa cavité. Il ne s'agissait de rien de plus qu'une ossature sommaire en rondin coiffée d'une toiture végétale, dépourvue de cloisons solides, et pourtant, cette installation remplissait deux fonctions d'une importance capitale. En premier lieu, la structure dissimulait parfaitement son entrée principale. Les cavaliers de passage ne distinguaient qu'un misérable abri pour bêtes. Ils ignoraient béatement qu'une véritable résidence se cachait juste en dessous. En second lieu, et de manière bien plus décisive, cette dépendance opérait comme une couche additionnelle d'isolation thermique massive. L'air inerte prisonnier entre le toit du cabanon et la couverture herbeuse du logis générait une poche d'air qui réduisait de façon drastique la moindre fuite de chaleur. Pour couronner le tout, Élise avait ramené 2 chèvres laitières qu'elle s'était procurées pour la modique somme de 3 francs. Ces mammifères avaient élu domicile dans un angle de la remise, se trouvant très exactement à l'aplomb d'une zone spécifique de son espace de vie souterrain. Le bétail dégageait continuellement une chaleur corporelle naturelle. Cette énergie thermique s'infiltrait lentement vers les profondeurs, réchauffant ainsi le plafond de son habitation. La variation n'était pas faramineuse, une hausse d'1 ou 2 degrés tout au plus. Cependant, au cœur de la saison froide, la moindre unité gagnée constituait un rempart pour la survie. Sans compter que les biquettes offraient du lait frais pour assurer l'alimentation de la fratrie. L'ensemble formait un écosystème de survie parfaitement intégré. Chaque élément jouait un double ou un triple rôle de manière simultanée. Le cabanon camouflait, protégeait et isolait. Les bêtes d'élevage fournissaient du réconfort thermique et des vivres. Les cloisons de glaise compactées accumulaient l'énergie calorifique. L'épaisse toiture de gazon empêchait les bourrasques glaciales de s'immiscer. Le tout fonctionnait dans une harmonie silencieuse, respectant à la lettre les principes de la thermodynamique, des notions qu'Élise maîtrisait de manière purement intuitive, et ce, bien qu'elle n'ait jamais entendu prononcer ce vocabulaire scientifique de toute sa vie. Au cours du mois de décembre, Mathis Keller a fait un détour pour lui rendre visite. L'après-midi s'avérait particulièrement mordante, le thermomètre oscillant autour de moins 20 degrés Celsius, et le voisin s'inquiétait sincèrement pour leur intégrité physique. Il avait aperçu les enfants s'amuser à l'air libre sans aucun lourd manteau d'hiver et en avait déduit que la malheureuse veuve avait définitivement perdu la raison. L'Alsacien a frappé vigoureusement contre le battant en bois. Élise l'a chaleureusement convié à franchir le seuil. À l'instant même où Mathis s'est faufilé par ce minuscule encadrement de bois et a descendu les 3 marches taillées dans le sol, son attitude a radicalement changé. À l'extérieur, sa propre respiration se transformait instantanément en givre au contact de l'air glacial. Au fond du terrier d'Élise, il régnait une véritable chaleur, pas simplement une atmosphère tiède, une chaleur saisissante. L'homme sentait littéralement la transpiration perler sous son lourd manteau de fourrure. Le cultivateur a balayé la pièce du regard, plongé dans une stupéfaction absolue. L'âtre de pierre ne contenait guère plus qu'une poignée de braises rougeoyantes. Aucun feu de cheminée dantesque n'était visible.
L'endroit ne disposait décidément d'aucun équipement hors de prix en fonte. Malgré cela, la température ambiante paraissait infiniment plus douillette que celle de son propre logis, où il se voyait contraint de consumer 3 rondins gigantesques, nuit après nuit. Comment ? A murmuré Matisse. Son fort accent de l'Est conférait à cette interrogation une lourdeur particulièrement intense. Comment diable parvenez-vous à un tel résultat ? Vous devez assurément pratiquer une forme de sorcellerie. Élise a esquissé un sourire fatigué tout en remuant une marmite de potage fumant. Il n'est nullement question de magie noire, monsieur Keller, c'est uniquement l'œuvre de la terre. Le sous-sol conserve la mémoire de la belle saison et me la restitue avec douceur lorsque le froid s'installe. Cela n'a pas la moindre once de logique, a-t-il riposté. Pourtant, au moment même où il prononçait ces syllabes, il se délestait de son lourd par-dessus tant il était en train de suffoquer de chaleur. Le visiteur s'est attardé une quinzaine de minutes, a dégusté une infusion bouillante, puis a pris congé sans formuler de longs discours. Toutefois, Élise a deviné qu'une transformation fondamentale s'était opérée dans son regard. Il ne s'agissait plus d'une moue de dédain absolu. C'était plutôt une perplexité totale entremêlée de quelque chose s'apparentant de très près à de la fascination. Car Matisse commençait tout doucement à réaliser que, potentiellement, la veuve dérangée maîtrisait un concept qui lui échappait totalement. L'hiver, dans sa forme la plus cruelle, a fini par s'abattre en janvier de l'année 1887. Le phénomène a frappé avec une sauvagerie que nul résident de la région n'avait jamais observée. Lors de la semaine d'ouverture de ce mois, le thermomètre s'est effondré à moins 34 degrés Celsius et a catégoriquement refusé de remonter. La neige est tombée du ciel de façon incessante, non point sous la forme de flocons virevoltants, mais en rideaux projetés à l'horizontale par des bourrasques frôlant les 80 km/h. Les congères se sont accumulées jusqu'à atteindre une hauteur vertigineuse de 2 mètres. Le moindre sentier de charrette a été effacé du paysage. Les troupeaux, ces bovins si résistants que les éleveurs avaient de fait monter depuis le sud en s'imaginant qu'ils supporteraient n'importe quel climat, ont commencé à expirer sur place. Du côté du domaine du capitaine Lefebvre, la tournure des événements était devenue tragiquement sombre. L'homme avait bâti sa demeure en calquant les normes parisiennes, arborant des murs en planches et de grandes fenêtres vitrées pensées pour laisser pénétrer la lumière du jour. Néanmoins, le moindre carreau de verre agissait comme une immense brèche par laquelle s'échappait la chaleur domestique. Le froid cuisant s'infiltrait par chaque petite fissure, s'engouffrant dans le moindre interstice séparant les lames du plancher. Le maître des lieux consumait son stock de bois en continu, approvisionnant son précieux poêle en fonte de jour comme de nuit. Hélas, cette chaleur inestimable filait droit vers le conduit d'évacuation et se dissipait purement et simplement dans les cieux glacés. Ces ouvriers agricoles se voyaient obligés de marcher jusqu'à la lisière du bois un jour sur 2 pour fendre de nouveaux rondins, mettant littéralement leur existence en péril face à ce gel meurtrier. L'un des jeunes garçons a d'ailleurs dû être amputé de 2 orteils à la suite d'engelures sévères. Le père Mercier consacrait 18 heures par jour à la prière, poussé non seulement par sa ferveur spirituelle, mais également parce que le fait de faire les 100 pas et de vocaliser produisait une chaleur corporelle vitale. Sa massure s'avérait minuscule, et il maintenait son feu de cheminée au minimum syndical afin d'économiser ses stères, ce qui confinait la température intérieure tout juste à la lisière du 0 degré. L'ecclésiastique pouvait distinctement observer sa propre respiration se condenser dans l'atmosphère de sa salle commune. L'homme partait se coucher vêtu de l'intégralité de sa garde-robe, enseveli sous 3 épaisses courtes pointes, ce qui ne l'empêchait pas de claquer des dents avec violence jusqu'aux lueurs de l'aube. Matisse Keller, l'agriculteur immigré qui ne cessait de fanfaronner au sujet de son habileté à survivre au frimas, a très vite compris que les plateaux de l'Aubrac n'avaient rigoureusement rien à voir avec sa région natale. Sur ces vastes étendues, la bise s'avérait sèche comme la pierre, transperçante et d'une cruauté absolue. Sa magnifique grange pourpre s'est révélée n'être rien de plus qu'une gigantesque soufflerie. Des courants d'air frigorifiques tourbillonnaient sans entrave à travers les lattes du bardage. Son cheval de trait préféré a succombé au gel en l'espace d'une nuitée unique. Le poulailler s'est métamorphosé en un sépulcre effroyable de volailles cristallisées, leurs ailes figées à tout jamais dans une posture ouverte. Le paysan en a été réduit à débiter les clôtures de son propre terrain dans l'unique but d'alimenter son brasier. Et puis, à la date du 11 janvier 1887, la pire tempête de neige que le département ait connue depuis un demi-siècle s'est abattue sur la communauté. Les spécialistes de la météo de notre époque classifieraient ce phénomène de bombe cyclonique. Les gazettes de l'époque l'ont baptisé la tempête des écoliers, en raison du nombre tragique d'élèves qui y ont laissé la vie en tentant tout simplement de regagner leur domicile à pied. Toutefois, les villageois de Val-d'Aubrac le désignaient plus sobrement sous le nom de jugement dernier. Le mercure a dévissé jusqu'à moins 42 degrés.
Les bourrasques balayèrent la pampa à une vitesse frôlant les 110 km/h. Les précipitations étaient d'une densité tellement inouïe qu'un individu était incapable de discerner sa propre main tendue à hauteur du visage. L'univers tout entier s'est dilué dans une purée de poids laiteuse, absolue et éblouissante. Le vacarme ambiant rendait sourd, générant un grondement ininterrompu semblable à celui d'une locomotive, donnant l'impression que la voûte céleste elle-même était en train de se déchirer en lambeaux. Retranchée dans son logis souterrain, Élise écoutait la tourmente hurler juste au-dessus de son cabanon. Elle percevait distinctement la structure en bois gémir sous la pression. Pendant une fraction de seconde, la mère s'est angoissée à l'idée que la bâtisse de surface puisse s'effondrer et les ensevelir vivants sous la glaise. Arthur et la jeune Camille étaient morts de peur, s'agrippant frénétiquement au tablier de leur maman. Malgré cela, Élise a passé en revue l'intérieur de sa cachette avec un calme olympien. Les parois en terre compactée n'ont pas bougé d'1 millimètre. La lourde voûte végétale ne produisait rigoureusement aucun craquement. L'ensemble de la pièce demeurait parfaitement stoïque, protégée par sa propre masse imposante et solidement amarrée par des tonnes de remblais robustes. Elle a ranimé son âtre empierré en utilisant une simple poignée de petits bois, la quantité juste nécessaire pour faire frémir une marmite de bouillon. De manière stupéfiante, ce fut l'unique combustible dont elle eut besoin au cours des 72 heures qui ont suivi. L'ambiance intérieure de sa maison de terre s'est maintenue avec une remarquable constance, stagnant tout près des 12 degrés Celsius. Cela ne ressemblait certes pas à une canicule estivale, mais enveloppés dans des plaids en laine et habillés de vêtements secs, les occupants y trouvaient un confort de vie irréprochable. Les bambins s'occupaient en s'amusant avec des poupées de chiffon artisanales qu'Élise avait raccommodées de ses mains. La maisonnée se nourrissait d'écuelles de bouillie bien chaudes. Les enfants s'abreuvaient du lait fraîchement tiré des bêtes qui se montraient étonnamment paisibles dans la remise supérieure. De temps à autre, la mère gravissait les marches pour ravitailler ses chèvres et s'assurer que la charpente tenait toujours le coup. Ce fut continuellement le cas. En parallèle, à environ 2 kilomètres plus bas sur le sentier, la splendide demeure du capitaine Lefebvre se métamorphosait à vue d'œil en un caveau de glace. L'équipage avait jeté au feu jusqu'à la dernière brindille de leur réserve de bûches. Les hommes avaient sacrifié tout le mobilier du salon dans les flammes, ils avaient méthodiquement déchiqueté les chaises de la salle à manger, la table de la cuisine et même un épais sommier de lit. Le brasier au creux de l'appareil en fonte rugissait avec fureur. Néanmoins, l'énergie thermique s'envolait à la même vitesse qu'il réussissait à l'engendrer. Ces belles cloisons en bardage de bois, qui semblaient déjà si majestueuses lors de leur assemblage, ne faisaient désormais office que de minces feuilles de papier le séparant de la grande faucheuse. La tempête exploitait le moindre joint, sifflant à travers les pièces à vivre comme un sabre aiguisé. Même avec une cheminée rougeoyante, le thermomètre intérieur avait dégringolé jusqu'au chiffre effarant de moins 15 degrés. Ces deux employés saisonniers, tous deux des gaillards robustes d'une vingtaine d'années, ont commencé à manifester des signes évidents d'hypothermie aiguë. L'un des garçons s'est mis à délirer de façon incontrôlable. Le second tremblait avec des secousses d'une telle violence qu'il était incapable de serrer une timbale en étain entre ses doigts. Le capitaine Lefebvre, un militaire endurci qui avait survécu à des théâtres d'opérations sanguinaires et vu ses propres frères d'armes expirer à ses côtés, a éprouvé une terreur absolue et pétrifiante pour la toute première fois de son existence. Ils allaient trépasser, en plein cœur de son propre vestibule, abrités par des cloisons robustes et une couverture en tuiles. Le froid allait purement et simplement les assassiner. Pile à ce carrefour décisif, l'un des valets de ferme, le jeune homme qui préservait encore toute sa lucidité, a brisé le silence. La femme sans mari, cette veuve arrivée par le train, elle est installée juste un peu plus haut. Keller a juré que sa cahute était une vraie fournaise. Je n'ai pas la moindre notion de sa méthode, mais il a certifié qu'il y faisait bon. Le capitaine Lefebvre, un homme qui s'était effrontément gaussé d'Élise tout juste 3 mois auparavant, qui avait pronostiqué sa mort avec aplomb et qu'il avait considéré comme une âme en peine, se heurtait désormais à un dilemme sanglant. Il avait le choix entre rendre l'âme en conservant son orgueil démesuré intact ou ravaler sa fierté mal placée pour s'en sortir vivant. L'officier a choisi de survivre. Le trio s'est emmitouflé dans chaque édredon encore à sa disposition, s'est noué de robustes cordages autour des reins afin de ne pas s'égarer dans le brouillard cotonneux et s'est aventuré droit dans ce paysage apocalyptique givré. La bise se révélait si sauvagement mordante qu'elle leur calcinait littéralement les voies respiratoires. Inspirer une unique goulée d'air produisait la sensation exacte d'avaler des débris de verre tranchant. La visibilité était formellement inexistante. Leur seule alternative consistait à patauger à l'aveuglette dans l'orientation approximative où ils se souvenaient que le ruisseau des Saules s'écoulait.
Si le groupe parvenait à enjamber cette étendue gelée, ils buteraient droit sur la concession de la veuve. S'ils déviaient de leur itinéraire, ils passeraient de vie à trépas en moins de 10 minutes chrono. Les fuyards ont titubé sans repère, se sont effondrés dans la couche poudreuse, puis se sont fait violence pour se redresser. Le journalier en proie au délire a basculé la tête la première dans un énorme monticule de neige, obligeant ses deux compagnons à l'excaver manuellement. L'escouade a galéré à travers les congères pendant ce qui a semblé être des heures, bien que le trajet n'ait probablement duré qu'une vingtaine de minutes. Et tout à coup, semblable à une supplique exaucée, l'ombre furtive du minable petit cabanon d'Élise a émergé dans l'obscurité. Le militaire a martelé le battant en rondin brut avec ses poings engourdis par le froid. Il n'a récolté aucune réponse. Le naufragé a braillé à plein poumon, mais la tempête hurlante a intégralement englouti le son de sa voix. Mu par un réflexe de survie élémentaire, il a forcé le passage pour pénétrer dans l'enclos des bêtes et a immédiatement perçu la tiédeur corporelle ambiante émanant du troupeau. L'intrus a tâté la paille à l'aveuglette jusqu'à ce que ses phalanges paralysées butent contre une seconde ouverture, nettement plus exiguë, camouflée à même la terre battue. Une lourde trappe d'accès. L'homme l'a soulevé de toutes ses forces et a tout de suite discerné le halo d'une lampe à pétrole. Il a distingué une volée de marches sculptée à même la glaise. Plus fondamental encore, un souffle d'air d'une chaleur bénie est remonté pour lui caresser le visage. L'officier a dégringolé les gradins avec maladresse, talonné de près par ses ouvriers pris de tremblement. En parvenant au palier inférieur, tandis que ses rétines, tant habituées à la clarté aveuglante de la poudreuse, s'acclimataient enfin à la pénombre du refuge argileux, le visiteur a assisté à une scène totalement invraisemblable. Il dévisageait une mère de famille pieds nus, les cheveux dénoués, qui touillait nonchalamment une marmite au-dessus d'un feu de camp dérisoire. L'homme a remarqué deux bambins en train de se divertir allègrement sur le sol compacté. Son regard a balayé les parois de terre nue qui les encerclaient, et il a ressenti une authentique montée en température. Une chaleur bien réelle, capable de dégeler les os. Le vétéran a eu la sensation troublante d'avoir traversé une faille spatio-temporelle vers un univers parallèle. Élise a levé les yeux de ses occupations avec désinvolture. La maîtresse de maison n'a pas simulé la moindre stupeur. Elle n'a pas non plus arboré le moindre rictus de victoire. La veuve s'est bornée à esquisser un unique mouvement de menton pour leur ordonner « Refermez cette écoutille, messieurs, vous êtes en train de laisser fuir tout mon bon air. » Le trio d'hommes est resté figé sur place comme des statues, dégoulinant de neige fondue dans tous les coins, agités de violents soubresauts, dans l'incapacité absolue d'assimiler la situation qu'ils étaient en train de vivre. Le capitaine Lefebvre avait flambé bien au-delà des 300 francs pour bâtir sa luxueuse propriété. Le gradé avait fait venir des matériaux nobles de l'extérieur, salarié des artisans qualifiés et déboursé une fortune pour acquérir le poêle en fonte le plus performant du marché. Et le voilà planté là, entassé au fond d'un trou creusé par une miséreuse à l'aide d'une pelle oxydée, constatant que cette tanière primitive s'avérait infiniment plus accueillante que son propre château. Élise leur a distribué des courtes pointes bien sèches. L'hôtesse a louché d'abondants bols de bouillon de navets parfumés avec quelques rognures de porc salé. Sa progéniture a reculé avec timidité au moment où les mastodontes ont englouti la pitance avec des mains violemment agitées de spasmes. Personne n'a articulé la moindre voyelle durant une bonne demi-heure. Les uniques bruits perceptibles se résumaient au raclement des cuillères en fer blanc contre les gamelles et au vacarme assourdi de la tempête qui faisait rage à la surface. Au bout d'un long moment, l'orgueilleux officier a rompu le mutisme. Comment, au nom du ciel? Élise a gardé le regard braqué sur ses doigts agiles, raccommodant silencieusement une chaussette trouée. Le sol ne perd pas son temps à chercher des poux au gel, a-t-elle murmuré en guise d'explication. Il se recroqueville simplement et laisse la tourmente glisser par-dessus sa tête. J'ai purement et simplement pris le parti de l'imiter. Plus tard dans la soirée, les 3 rescapés contusionnés se sont endormis à même la terre battue du souterrain, tassés comme des sardines en boîte, mais indéniablement en vie. La petite Camille a d'ailleurs cédé son propre couvre-lit en laine à l'un des valets car sa mâchoire continuait de claquer bruyamment. Arthur a balancé son traversin en toile de jute en direction du second ouvrier. Et le capitaine Lefebvre, affalé de tout son long sur l'argile compressée, les yeux rivés sur un plafond de racines enchevêtrées et de terre meuble que la lumière de la lampe peinait à éclairer, a éprouvé un sentiment qu'il n'avait plus ressenti depuis sa prime jeunesse. Une humilité sincère et abyssale. L'ouragan aveuglant a sévi sans la moindre trêve durant 3 journées complètes. Au fil de cette période, Mathis Keller a fini par débarquer en quête d'un asile, les pommettes couvertes de cloques à la suite d'engelures coriaces. Peu de temps après, le père Mercier a fait son apparition, flirtant dangereusement avec la faucheuse, clamant haut et fort que le Seigneur en personne avait orienté ses pas vers cette cachette miraculeuse, le havre troglodyte d'Élise.
À l'origine creusée pour abriter une mère célibataire et ses 2 marmots, se retrouvait subitement bondé de 8 organismes bien charpentés. L'espace s'avérait d'une exiguïté sidérante. On était à des années-lumière du grand confort. Cependant, chaque individu qui y respirait ce confinement tenait fermement à la vie. Le rassemblement a subsisté grâce à des victuailles dérisoires, étant donné que la propriétaire n'avait assurément pas anticipé le ravitaillement d'un régiment. Les occupants se sont relayés pour fermer l'œil sur la roche. Mais rigoureusement, personne n'a osé formuler la moindre doléance. Car, par-delà ces remparts glaiseux, les hauts plateaux constituaient un vide lumineux et mortel, alors qu'ici, tapis dans la pénombre minérale, une lueur d'espoir perdurait. Aux aurores du 4e jour, les rafales hurlantes ont subitement rendu les armes. Le mutisme brutal et pesant s'est révélé si perturbant qu'il a instantanément tiré tout le monde du sommeil. Élise a été la toute première à gravir les escaliers. La courageuse a poussé la trappe, escaladé les marches de glaise et forcé le battant principal du cabanon vers l'extérieur. Le rayonnement de l'aube rebondissant sur la neige fraîche produisait un tel éblouissement qu'elle s'est vue contrainte de se masquer les paupières. Une fois que sa vue s'est accommodée, la femme a contemplé un panorama totalement défiguré. La couverture immaculée s'amoncelait jusqu'à la taille sur des portions démesurées de la plaine. Les bancs de neige s'étaient littéralement mués en de gigantesques massifs alpins. Loin au niveau de la ligne d'horizon, la jeune mère a distingué des masses sombres, des bovins qui avaient péri, statufiés par le froid, dans des postures invraisemblables et contorsionnées. Absolument aucune fumerole ne s'échappait des conduits d'évacuation des exploitations voisines, chaque clan ayant intégralement asséché ses réserves de chauffage. Et malgré ce tableau apocalyptique, sa modeste bergerie tenait fièrement debout. Son asile creusé dans le sol ne montrait pas le moindre signe de faiblesse. Ses chèvres laitières continuaient de bégêter avec enthousiasme. Cerise sur le gâteau, son petit clan était parfaitement sain et sauf. Les gaillards qu'elle venait tout juste de secourir ont jailli de l'orifice les uns derrière les autres, sillant face aux puissants rayons solaires à l'image de taupes désorientées. Les rescapés ont échangé des regards muets, puis ont fait volte-face pour scruter l'insignifiante cabane de fortune qui dissimulait habilement le bunker leur ayant permis de survivre. Mathis Keller s'est tout bonnement affaissé sur les genoux dans la poudreuse jusqu'à la taille et a sangloté à chaudes larmes. Le paysan n'a pas articulé la moindre voyelle. Il s'est contenté de pleurer de manière incoercible. Le père Mercier a clos les paupières et a murmuré une oraison vibrante teintée d'une reconnaissance infinie. Le capitaine Lefebvre a lentement tendu son bras en direction d'Élise. Cette dernière a serré la main qui se présentait. « Madame Martin » a-t-il toussé, le timbre de voix rendu rugueux par l'épreuve, « je vous suis redevable de ma propre existence. Absolument tous ceux présents ici vous doivent de leur salut. J'étais totalement à côté de la plaque à votre sujet. Je me suis trompé de façon tellement navrante et pathétique. » Élise a incliné le chef avec douceur, accueillant ses excuses sans une once de vantardise. « L'erreur est humaine, capitaine. La seule chose qui compte véritablement réside dans le fait d'être encore sur ses 2 pieds et de conserver assez de souffle pour en tirer une leçon. Les journées qui ont suivi se sont révélées être un lent et douloureux retour à la normale. Les bâtisses à ossature, bois avaient essuyé des dommages considérables sous l'assaut des bourrasques. Les rares tuyauteries métalliques à découvert avaient gelé puis éclaté de toutes parts. La quasi-totalité des garde-manger avait été pillée jusqu'à la dernière miette. Cependant, l'ossature sociale de cette petite communauté avait mué de façon irréversible. Plus personne ne décochait des coups d'œil de compassion ni de mépris ostentatoire à l'égard d'Élise. Bien au contraire, le voisinage la regardait désormais avec une déférence frôlant l'adoration pure et simple. Lorsque le mois de février a fait son apparition, Thomas Charpentier, le responsable foncier de la région, a fait le déplacement à dos de cheval pour une inspection officielle. Le greffier a débarqué en étreignant une pile de paperasse administrative. « Madame Martin, a-t-il déclaré, j'ai eu un long entretien avec le conseil départemental. Nous souhaiterions vous octroyer formellement un titre de propriété pour 4 hectares supplémentaires de terres fertiles établis directement à votre nom, le tout exempté de la moindre taxe, en guise de dédommagement pour les actes de bravoure hors du commun rendus à ce canton. » Élise a affiché une mine profondément décontenancée. « De quelle nature sont ces actes de bravoure ?» a-t-elle questionné. Charpentier a fendu l'air d'un sourire franc. Une jeune femme de 32 ans vient tout bonnement de donner une leçon magistrale à tous les adultes de la région sur la véritable manière de ne pas mourir sur ces plateaux hostiles de l'Aubrac. Vous avez matériellement sauvé 4 gaillards robustes de la congélation. Et vous avez réussi ce tour de force en ne déboursant qu'une douzaine de francs et en brandissant une simple pelle rongée par la rouille. Si un tel accomplissement ne mérite pas l'appellation de service d'utilité publique, je n'ai pas la moindre idée de ce qui pourrait s'y substituer.
Cette épopée incroyable s'est propagée à la vitesse de l'éclair à travers les vastes plateaux. Les autres pionniers de la région se sont mis à défiler sur son terrain creusé, dans l'unique but d'examiner les rouages de son installation. Élise prenait le temps de décortiquer patiemment les principes de base pour le moindre curieux de passage. L'importance de creuser suffisamment profondément. L'idée d'emmagasiner l'énergie calorifique au cœur de la Terre. La nécessité absolue de concevoir une toiture végétale constituée de multiples strates épaisses. L'exploitation d'une dépendance en surface pour faire office de bouclier supplémentaire contre les rafales. La préservation d'une circulation d'air scrupuleusement maîtrisée à travers le plafond. Certains individus noircissaient eux-mêmes les pages de leur petit calepin pour ne rien oublier. D'autres se contentaient d'opiner du chef sans réellement assimiler la logique scientifique, préférant s'en remettre à la certitude que si cette approche lui avait permis de survivre, elle garantirait incontestablement leur propre salut. Lorsque la vague de froid suivante a frappé la région, 3 foyers des environs avaient déjà réussi à terrasser leur propre résidence souterraine. Il ne s'agissait nullement de répliques parfaites de l'aménagement d'Élise, puisque chaque abri s'adaptait au relief particulier de leur parcelle. Néanmoins, tous s'appuyaient rigoureusement sur les mêmes piliers fondamentaux, s'enfoncer loin dans les entrailles du sol, compacter la toiture de manière hermétique, protéger massivement l'entrée principale. À l'aube de la décennie 1890, l'habitat troglodyte n'était plus du tout perçu de haut comme l'ultime solution des miséreux. Cette technique était unanimement reconnue comme l'approche architecturale la plus judicieuse. Élise n'a jamais réussi à amasser une fortune colossale. Elle a logé paisiblement au milieu de ces murs de terre crue durant 6 belles années supplémentaires, avant de finir par mettre de côté une somme suffisante pour ériger un modeste pavillon à ossature bois à une centaine de mètres de là. Malgré ce déménagement, la mère de famille a catégoriquement refusé de reboucher son ancienne excavation. Elle l'a réaménagé en une vaste cave à légumes, un lieu taillé sur mesure pour entreposer de lourds sacs de patates, de carottes et de navets. Cette atmosphère extraordinairement constante, stagnant toujours autour des 12 degrés Celsius, s'avérait parfaitement infaillible pour la conservation des vivres sur de longues périodes. Le fruit des récoltes traversait l'intégralité de la saison rude sans la moindre trace de pourriture ou d'altération par le gel. La jeune veuve a fini par convoler en juste noces en 1892, unissant sa destinée à celle d'un menuisier également veuf du nom de Laurent Dubois. Le ménage a donné naissance à 2 autres poupons. Ces 4 descendants ont tous grandi en affichant une santé de fer et une robustesse à toute épreuve. Le petit Arthur a par la suite décroché un poste très convoité en tant qu'ingénieur au sein de la Compagnie des chemins de fer. Camille a épousé un instituteur de la région et a fini par élever une tribu foisonnante de 6 gamins. Cette lignée a prospéré sur les hauts plateaux, propulsée non pas par des comptes d'épargne débordants, mais bien par la détention d'un trésor infiniment plus inestimable. Ils détenaient ce savoir chèrement acquis, celui de la manière précise d'endurer les pires épreuves que cet univers pourrait leur faire subir. À la suite de cet hiver traumatisant, le capitaine Lefebvre n'a plus jamais pris quiconque de haut. Il a monté de ses propres mains l'ossature de la nouvelle habitation en bois d'Élise sans réclamer le moindre centime en guise de salaire, clamant qu'il s'agissait du strict minimum syndical pour effacer son ardoise envers elle. Mathis Keller a instauré la coutume de lui faire cadeau de l'une de ses meilleures chèvres laitières à chaque retour du printemps, et ce jusqu'à l'heure de son dernier souffle. Le père Mercier s'est fait un devoir de relater son acte héroïque lors de chaque messe de minuit, s'en servant pour démontrer comment le Tout-Puissant emploie les êtres modestes pour donner une leçon d'humilité aux personnes profondément vaniteuses. Des décennies plus tard, en 1936, alors qu'Élise affichait 82 printemps bien sonnés, un jeune journaliste de la grande ville a fait le trajet depuis Toulouse pour l'interroger dans le cadre d'un vaste reportage consacré aux pionniers fondateurs de l'Aubrac. Le reporter l'a sollicité pour qu'elle lui dévoile la clé fondamentale expliquant la réussite phénoménale de son exploitation. L'octogénaire a retourné la question dans sa tête pendant un long moment, ses mains burinées et déformées par l'arthrose posées calmement sur ses genoux, ses prunelles pétillant toujours de cette vivacité d'esprit si caractéristique. « Il n'y a pas le moindre mystère caché là-dessous ?» a-t-elle fini par répondre. « J'ai tout bonnement décidé de tendre l'oreille. J'ai pris en considération les leçons difficiles que mon aïeul m'avait transmises. J'ai prêté une oreille attentive à ce que la terre en personne tentait de murmurer. La majeure partie des gens par ici ont tendance à trop bavarder et ne se donnent presque jamais la peine d'écouter véritablement autrui. Je n'avais pas un sou en poche, ce qui impliquait que mon seul luxe se résumait à m'asseoir en silence et à observer attentivement. Et par un heureux hasard, cela s'est avéré être largement suffisant.
La vieille dame s'est éteinte avec sérénité en 1943, atteignant l'âge vénérable de 89 ans, s'endormant pour toujours dans son propre lit, tout en étant entourée par une véritable armée d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. L'héroïne a été inhumée dans le petit cimetière de Val-d'Aubrac, sous une stèle d'une sobriété remarquable sur laquelle on peut lire « Élise Martin-Dubois, 1854 à 1943 ». Elle a survécu. Cependant, son mémorial le plus durable n'est point gravé dans la pierre. C'est ce récit homérique que les habitants se racontent encore aujourd'hui au coin du feu, à travers tout le massif central. L'histoire ahurissante d'une veuve miséreuse qui avait dissimulé son logis sous un enclos à bétail repoussant pour finalement arracher à la mort ces mêmes individus qui l'avaient impitoyablement raillé. Cette épopée demeure un rappel cinglant illustrant à quel point la sagesse véritable revêt souvent les habits de la folie furieuse lorsque la société accorde de l'importance aux mauvaises valeurs. Cela constitue une preuve irréfutable que le fait de conserver son humilité n'est nullement un aveu de faiblesse. Il s'agit en réalité de la plus éclatante démonstration de puissance qu'un être humain puisse arborer. Si d'aventure vous preniez votre véhicule pour vous rendre sur l'emplacement initial de Val-d'Aubrac de nos jours, vous ne trouveriez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. La bourgade dans son ensemble a périclité pour se métamorphoser en un hameau abandonné à la seconde même où les dirigeants des chemins de fer ont pris la décision de détourner la ligne ferroviaire. Toutes ces luxueuses propriétés à ossature bois se sont effondrées sur elles-mêmes il y a bien des décennies de cela. Néanmoins, si vous savez précisément où porter votre regard le long des berges du ruisseau des Saules, vous pouvez encore discerner un affaissement distinct au milieu des herbes sauvages. Une cuvette envahie par la broussaille signalant l'emplacement exact où trônait jadis le bunker d'argile d'Élise. Et si vous prenez le parti de descendre dans ce léger creux, au beau milieu du mois de janvier, au moment précis où les rafales hurlent, par moins 34 degrés, vous percevrez une sensation assez troublante. Vous remarquerez instantanément que le froid cinglant perd de son mordant au fond de ce vallonnement. Le sol s'en souvient manifestement. La terre elle-même continue de monter la garde avec dévouement. Et ce, même après que près d'un siècle et demi se soit écoulé. Les légendes intemporelles telles que l'Odyssée d'Élise Martin ont pour vocation de nous remémorer une notion d'une importance capitale. Elles se nous rappellent que l'intelligence authentique ne découle pas de la lecture de manuels scolaires élitistes ou de l'exhibition d'un portefeuille bien garni. Elle prend entièrement racine dans l'observation silencieuse, l'écoute active et le fait d'être pourvu d'une humilité élémentaire suffisante pour assimiler les enseignements légués par les aïeux qui ont foulé cette terre bien avant nous. Au cœur d'une époque contemporaine qui fait constamment une fixation sur les nouveautés les plus étincelantes, les plus onéreuses et les plus tapageuses, il subsiste une force incroyablement silencieuse et incontestable, ancrée dans les choses anciennes, d'une simplicité remarquable et qui ont largement fait leurs preuves face à l'adversité. Élise n'a pas réussi à tromper la mort sous prétexte qu'elle s'imaginait dans la peau d'une héroïne. La mère de famille a maintenu ses hommes en vie pour la simple et bonne raison qu'elle faisait preuve d'un pragmatisme hors pair. La jeune veuve ne cherchait absolument pas à accomplir une quelconque justice poétique grandiose. L'habitante s'efforçait bêtement d'empêcher sa progéniture de rendre l'âme. Et pourtant, une fois la tempête apaisée, sa simple survie s'est muée en la forme la plus absolue de vengeance. Ces messieurs si respectables qu'il avait catalogués comme une moins que rien se sont retrouvés obligés de ramper dans sa boue pour implorer la clémence. Et la maîtresse des lieux leur a volontiers accordé cet asile sans la moindre once de rancune, en s'abstenant de toute condition mesquine, essentiellement parce qu'elle avait assimilé une vérité fondamentale que ces hommes peinaient toujours à déchiffrer. Celle qui veut que, lorsque l'hiver impitoyable de l'existence finit par s'abattre sur nous, au cours de ses chapitres les plus sombres et les plus glaciaux, l'unique critère qui possède une réelle valeur n'est point l'épaisseur de votre portefeuille, mais bel et bien l'étendue de vos connaissances pratiques. Sans oublier, et c'est sans doute le point d'orgue, le degré de volonté que vous mettez à partager ce savoir avec votre prochain. Si cette vaste épopée d'une immigrée provinciale parvenue à dompter une tempête de l'Aubrac, en n'étant armée que d'une pelle rouillée et du fantôme des souvenirs de son grand-père, a réussi à faire écho en vous, si elle a agi comme une piqûre de rappel solide, attestant qu'un chemin alternatif existe bien au-delà du consumérisme frénétique et du « m'as-tu vu ?» financier, et si elle a prouvé qu'entretenir un esprit modeste équivaut à un véritable pouvoir et que le savoir des anciens demeure un joyau inestimable, alors je vous en conjure, transmettez ce récit autour de vous. Partagez-le avec une personne qui a cruellement besoin de se souvenir que les batailles les plus décisives de la vie ne se gagnent pas grâce à une force de frappe supérieure ou à des comptes en banque sans fond.
mais qu'elle se surmonte au contraire à l'aide d'une patience à toute épreuve, d'une observation aiguisée et d'un respect profond et inébranlable envers les règles inviolables du monde sauvage. Nous agissons tous activement en tant que gardiens désignés de ces vieilles légendes racontées au coin du feu. Des fables que la marche impitoyable du temps s'efforce constamment de rayer de la carte, et que notre civilisation hypermoderne tente perpétuellement de cacher sous le tapis. Toutefois, tant qu'il subsistera une seule âme désireuse de les narrer, un individu enclin à s'asseoir en silence pour écouter, et des gens disposés à assimiler les dures leçons qu'elles renferment, les Élyses dispersées aux quatre coins de ce globe ne s'éteindront jamais vraiment. Leur essence perdure à l'intérieur de chaque individu qui privilégie consciemment la substance authentique aux apparences tape à l'œil, la sagesse bien enracinée à l'arrogance bruyante et l'humilité silencieuse à l'orgueil aveuglant. Il ne s'agit pas strictement de la biographie isolée d'une pionnière quelconque remontant au XIXe siècle. Ce récit fait plutôt office d'histoire universelle pour chacun d'entre nous, car nous sommes tous condamnés à affronter nos propres hivers meurtriers. Chacun de nous sera un jour contraint de regarder une tempête aveuglante droit dans les yeux. Et nous devrons inévitablement faire un choix pour savoir si nous préférons bâtir des gratte-ciel uniquement pour attirer l'attention des passants, ou bien forer vers les profondeurs là où le sol pourra concrètement nous servir de cuirasse. Élise a résolument opté pour la voie d'une protection infaillible. Et parce qu'elle a osé prendre cette décision difficile, lorsque le blizzard assassin a finalement balayé la région, son foyer était d'ores et déjà lourdement fortifié. Lorsque votre propre tourmente personnelle décidera de s'abattre sur vous, et vous avez tout intérêt à croire qu'elle est en chemin. J'espère sincèrement que vous vous trouverez tout aussi bien armé. J'ai le profond espoir que vous avez pris le temps de tendre l'oreille. Je souhaite que vous soyez réellement parvenus à en tirer un ou deux enseignements. Je prie pour que vous gardiez en mémoire que la terre nue ne ment jamais, que nos aïeux prêchent rarement dans le vide, et que parfois, la personne que la société étiquette comme étant complètement dérangée se trouve être l'unique esprit saint trônant au milieu d'une foule remplie d'aliénés absolus. Puisse la légende brute d'Élise Martin galoper à vos côtés au moment de vous lancer dans vos propres dias. Affrontement futur. Puisse le souvenir de son inébranlable résistance vous prêter une force de caractère titanesque chaque fois que le grand public insistera pour dire que le chemin que vous avez choisi va totalement à contre-courant. Et lorsque vous arracherez inévitablement votre propre triomphe, tout comme elle a réussi à décrocher le sien, puissiez-vous posséder cette même élégance silencieuse pour ouvrir grand votre lourde porte à ces mêmes individus qui vous avaient autrefois claqué la leur au nez. Car en fin de compte, cela demeure l'apothéose la plus savoureuse qu'un individu puisse espérer atteindre. Elle ne réside pas dans le fait de réduire impitoyablement vos adversaires en poussière, mais bien dans l'action de les métamorphoser en vos plus fidèles alliés. Il ne s'agit pas de prouver de manière odieuse que vous déteniez les bonnes réponses depuis le tout début. L'enjeu consiste à partager généreusement votre foyer pendant que le reste de la planète se retrouve à grelotter dans les ténèbres. Telle était l'essence véritable d'Élise Martin. Voilà sa toute dernière leçon, celle qui résiste à l'épreuve du temps. Et si nous faisons le choix d'y prêter attention, si nous l'assimilons de façon authentique et viscérale, nous pouvons tous évoluer pour devenir notre propre version unique de cette pionnière incroyable, en creusant nos propres havres de paix à même la glaise, en survivant à tous les hivers implacables que l'existence décidera de semer sur notre route. Et, pour finir, en volant au secours des personnes qui se tiennent juste à nos côtés, peut-être même sans prendre pleinement conscience que nous sommes en train de le faire.